Les gens pourraient se dire de l'extérieur, oh les pauvres, etc. Non, pas du tout. Détrompez-vous. Nous, on n'a aucun manque au niveau du confort. Aucun manque. Je crois qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens, qu'on peut vivre avec 3 kWh par jour sans aucun manque. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Vraiment, cette question fondamentale de la raison de nos existences qui nous a poussés à vivre notre vie et pas celle qu'on nous a imposée. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Patrick. Enchanté, Patrick Baronnet, pardon. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que votre parcours ? Je suis Patrick Baronnet et comme c'est une expérience, je dirais, collective et le collectif commence par deux, donc c'est une expérience de couple qui sommes nés à Paris, donc on connaît bien la vie parisienne, on connaît bien la capitale puisqu'on y a vécu 20 ans. Et donc quand on est né, il y a déjà un certain temps, un petit peu après-guerre, dans les années 46-48, on a eu la chance de voir ce que pouvait être la vie à cette époque. Et c'est très intéressant de faire la comparaison entre la vie d'aujourd'hui et celle de la région parisienne à cette époque-là. Et donc, on habitait Clamart, la banlieue parisienne, et on a vécu une vingtaine d'années à Paris et on a vu l'évolution et en particulier on a vécu 1968, les événements. On avait en gros 20 ans et ça a été un petit peu une révélation, mais je dirais pas dans le sens habituel des étudiants qui étaient dans la rue. C'était presque l'inverse. Et on a vu en mai 68 une mobilisation sans précédent à la fois des étudiants et puis des ouvriers qui ont suivi le mouvement, etc. Et le 13 mai, il y avait une foule incroyable et moi je suis monté sur un lampadaire pour voir tout ça, et j'ai été très surpris de n'avoir aucune réaction. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est quoi ça ? C'est quoi tous ces gens qui sont dans la rue, qui demandent un changement, qui demandent au pouvoir de changer les choses ? Et je me suis dit, mais ces gens sont en train de perdre leur pouvoir, puisqu'ils demandent au pouvoir de changer. Et j'estime que fondamentalement, on est sur Terre pour exercer son pouvoir. D'où la notion d'autonomie. C'est-à-dire que c'est d'abord moi qui dois changer. J'attends pas que le monde change. Je suis responsable de ma vie et je ne vais pas descendre dans la rue pour faire changer les choses parce que c'est moi avec d'autres qui, par la force des choses, peuvent faire changer. Mais ce n'est pas une manifestation qui va changer. Alors, je ne suis pas contre les manifestations. Bien entendu, je me mettrai tout le monde sur le dos. Mais je pense que c'est peut-être une nécessité, mais ce n'est absolument pas suffisant si ça ne passe pas par un changement de vie. Évidemment, un changement de pensée. C'est-à-dire penser par soi-même aussi. Donc, l'autonomie de pensée, c'est quelque chose de très important. Donc, on a assez vite compris que le mode de vie qui était en train de se tramer, dont aujourd'hui on est victime, on a vite compris que nous, personnellement, on ne voulait pas marcher dans la combine. C'est-à-dire qu'on a décidé, ok, d'ailleurs, les étudiants sont prêts à vivre une vie de consommation, ils ne sont pas contents, mais ils vont vivre une vie de consommation, on en a la preuve 40 ans après. Nous, on ne va pas faire ça. On estime que on a notre devoir personnel d'inventer un mode de vie qui soit différent que celui que tout le monde a vécu pendant 40 ou 50 ans. Et donc c'est une affaire de conscience
Et avec Brigitte, on a été d'accord, donc c'est une affaire de couple. C'est important parce que tout seul, ça aurait été certainement plus dur. Et on a décidé de quitter Paris. Et à la faveur d'une nomination, puisque j'étais prof, et j'ai été nommé ici dans la région, à Châteaubriand, en pleine campagne. Alors on avait demandé dans nos vœux surtout de ne pas être en ville, parce qu'on sait très bien que l'avenir, et l'avenir le dira, ça sera évidemment un recours à la terre. Donc il y a eu l'exode rural, il se peut fort bien qu'il y ait un exode urbain. Et ça nous pend au nez, vu les réalités qui sont en train de se poser. Et donc, on a décidé de chercher une maison. Le rêve, c'était une maison, un puits, un jardin. Et on a pu avoir cette maison-ci, qu'on a transformée. Et donc, pendant 20 ans, on a eu 4 enfants, ce qui n'est pas rien. Mais on a en même temps rénové notre maison. On a en même temps revu, et pour moi, c'est la chose la plus politique qui soit, c'est le boire, le manger, le dormir et les relations. Ça, c'est hautement politique. C'est pas tant une affaire de gouvernance que comment on va gérer notre quotidien et de quelle manière on va être juste par rapport à soi-même, par rapport aux autres et par rapport à la planète. Donc c'est à la fois une écologie, mais une écologie humaine, de solidarité avec tout le monde. Voilà. Et pendant 20 ans, on a travaillé, on a innové, on a créé de toutes pièces. Par rapport à tout ce que je viens de dire, on a créé la maison autonome, qui au bout du compte, en 1997, était totalement autonome. C'était sans doute la première, autonome en électricité avec un confort décent, autonome en eau, et on continue toujours de travailler sur l'autonomie alimentaire qui est le domaine, à mon avis, le plus important qui détermine une civilisation. Donc on continue 40 ans après à la fois à faire des recherches et en même temps on a eu vraiment envie de partager notre mode de vie avec d'autres. Le facteur limitant, c'était le manque de terre. Donc le problème, je ne suis pas prophète parce que c'est une réalité, le vrai problème de l'avenir, ça sera l'accès à la terre. Et personne ne nous contredira là-dessus. Et on ne pouvait pas recevoir des gens sans avoir un minimum d'espace. Et il se trouve que le hasard auquel on ne croit pas, c'est une réalité, et ça c'est peut-être le message le plus important qu'on puisse dire, c'est qu'on crée notre réalité. On a souhaité avoir du terrain qu'on a eu finalement pour pouvoir recevoir d'autres personnes, si bien que notre maison autonome évolue sous la forme d'un éco-hameau qui s'appelle le hameau du Ruisseau. Et donc on continue ensemble à la fois à faire des recherches du quotidien et en même temps, maintenant, on en est au stade de la diffusion de notre mode de vie. Avant de revenir sur ces points, comment s'est passée la transition justement entre la ville, Paris, et votre maison autonome? Ce que j'ai bien compris, c'est que vous étiez assez jeune quand même quand ça s'est passé. Comment s'est déroulée ces choses, cette transition? Oui, on est parti de Paris et on est arrivé à Châteaubriand, ne connaissant pas la région. Et donc, on a habité 1 an et demi dans un immeuble, dans un appartement, assez classique. Il fallait bien rester un certain temps pour trouver le terrain, la maison, etc. Et donc, on a, entre guillemets, milité dans un certain nombre d'associations, ce qui nous permettait de rencontrer pas mal de gens, et on expliquait aux gens ce que l'on cherchait. Et par ce biais-là, dans un premier temps, on a trouvé une ferme dans laquelle on a vécu 1 an et demi, et de saut en saut, on a trouvé cette maison. Donc c'est par le biais associatif
c'est une bonne manière de trouver ce qu'on veut, plutôt que d'aller dans les agences et dans l'immobilier. C'est rentrer dans le cœur de l'activité d'une région et dire ses souhaits. Et on a fini par trouver cette maison. Donc, on a emprunté de l'argent pour acheter la maison et le terrain pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, on a réussi à rembourser la maison et on a décidé de vivre à 6 sur un seul demi-salaire. C'est-à-dire qu'on a vécu sur moins d'un SMIC à 6, c'était volontaire. C'est-à-dire que nous, c'était notre engagement politique, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu être 2 salaires complets. On a décidé de diviser par 4, ce qui pouvait être une réalité, de manière à se mettre en situation où, je dirais, le manque d'argent nous amène à être beaucoup plus créatifs, beaucoup plus intelligents et beaucoup plus sensibles à la consommation. Quand on est riche, on peut faire des petits sacrifices de droite à gauche, mais l'essentiel, on l'a et on ne s'en occupe pas. Quand on n'est pas sûr du lendemain, on devient très ingénieux et on fait attention à tout. Et donc, on a vécu avec nos 4 enfants qui, je l'espère, n'ont pas trop souffert, visiblement non. Et c'est ce qui nous a amené à travailler sur tous les points que j'ai nommés, le boire, manger, dormir, etc. Parfaite transition. Maintenant, on va aborder ces points-là sur le fonctionnement de la maison autonome. Aujourd'hui, vous êtes autonome en énergie, en eau, aussi de manière alimentaire. On va reprendre un peu ces points. Sur le premier, sur l'énergie, comment fonctionne votre maison aujourd'hui et quelle est votre facture d'électricité? Donc, quand on est arrivé dans cette maison-là, l'électricité était présente et on a vécu quand même un certain nombre d'années avec le réseau électrique et petit à petit, on a diminué nos consommations. Et donc, on a pris les moyens avec nos enfants qui étaient dans l'expérience et toutes les semaines, on se retrouvait devant le compteur électrique et un de nos enfants notait le chiffre qu'il y avait sur le compteur. Une semaine après, on venait et on faisait la différence. Donc, on avait la consommation pendant une semaine. On a fait ça pendant 2 ans. Donc, pour les personnes qui voudraient être autonomes d'une manière authentique, ça n'est pas de la rigolade. Je veux dire qu'il faut mesurer sa consommation. Parce que c'est pas la peine de parler de produire de l'énergie si vous consommez et qu'il vous faudrait 5 éoliennes et 100 mètres carrés de photopile, ce qui est une absurdité. Donc, on est bien d'accord que une autonomie, c'est consommer le moins possible, mais sans pour autant en souffrir. Donc, il s'agit aussi d'être heureux et d'être bien avec ça, et aligner la production électrique à sa consommation. Donc, si vous consommez comme une bête, eh bien, il vous faudra 5 éoliennes, ce qui n'a aucun sens, parce que les éoliennes et les photopiles, elles aussi, pour la production, consomment de l'énergie. Donc l'idée, c'est la sobriété, mais heureuse. Parce que si vous êtes malheureux, c'est pas la peine d'être sobre. Et donc, on s'est rendu compte qu'on consommait, la famille, en gros, 3 kWh par jour à 6. Et en fait, on consomme, en gros, entre 6 et 8 fois moins que la moyenne des Français. Et les gens pourraient se dire de l'extérieur, oh, les pauvres, etc. Non, pas du tout. Détrompez-vous. Nous, on n'a aucun manque au niveau du confort. Aucun manque. Je crois qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens, qu'on peut vivre avec 3 kWh par jour sans aucun manque. Voilà. Donc, pendant 2 ans, on a acheté 6 mètres carrés de photopile qui valaient 8 fois plus cher que celle que vous achetez aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un engagement important parce que à l'époque, les gens ne connaissaient pas les piles photovoltaïques
Et il y a eu un article dans le journal, Monsieur Baronnet, Géo trouve tout, installe quelque chose qui transforme le soleil en électricité. Aujourd'hui, c'est hyper banal, mais à cette époque-là, on était des fous furieux. En quelle année ? Alors, c'était en 95-96. Et donc, j'ai installé aussi un système tournant, hein, avec un moteur d'essuie-glace de voiture qui tournait les photopiles toujours en face du soleil. Et pendant 2 ans, on a constaté que 6 mètres carrés de photopiles pouvaient suffire pendant 7 à 8 mois. Mais quand l'hiver arrive, les jours sont plus courts, le soleil est moins fréquent parce qu'il y a des nuages, et donc on était obligé, pour être autonome toute l'année, et pour se couper définitivement du réseau, d'avoir une éolienne. Alors ça, c'est le problème majeur pour ceux qui veulent être autonomes. On a cherché des éoliennes, et soit elles fonctionnaient mal, soit elles étaient beaucoup trop chères. Donc, encore une fois, tout ce qu'on a fait, c'est dans le but que la personne moyennement riche ou même un peu moins puisse être autonome. Donc si avec des gros moyens on avait été autonome, pour nous ça n'aurait eu aucun sens. Comme on arrive toujours à nos fins, le hasard a voulu que je rencontre une personne qui avait mis au point un prototype et qui souhaitait quelqu'un qui finance simplement les matériaux. Donc on a finalement fait fonctionner cette éolienne qui nous est revenue, je dirais, à 5 000, 6 000 euros, ce qui n'est pas cher pour une éolienne qui est quand même à 18 mètres de hauteur avec une envergure de 4,50 mètres. Voilà. Donc cette éolienne fonctionnant, avec l'apport du solaire, on était autonome. Et pour fêter cet événement, avec Brigitte, on a organisé le premier éco-festival en France. Là où c'est grave, c'est que les journalistes titraient « Retour à la bougie ». Donc, en 1997, j'estime qu'on avait déjà 20 ans de retard par rapport à la conscience écologique. Inutile de dire que 20 ans après, on a 40 ans de retard parce que je ne sais pas si on a vraiment fait évoluer les choses. Et je me souviens, pour revenir, quand on était à Paris, on était déjà dans une association écologique internationale qui s'appelle les Amis de la Terre, Friends of the Earth. Et quand, en 1973, René Dumont s'est présenté en tant que candidat écologique à la présidentielle, il a fait 1,83%. Eh bien, ce 1,83%, c'est important de comprendre que l'humanité est largement en dessous de son niveau de conscience. À cette époque-là, l'écologie, c'était des rigolos, considérés comme des rigolos, alors que l'avenir a montré que cette minorité de gens étaient hyper conscients, dont nous, j'ose le dire. Et ce qui me fâche et qui me met en colère, c'est à quel point les humains sont des moutons qui ne réfléchissent pas à leur mode de vie. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, les choses vont changer. Alors, à partir du moment où on a fait cet éco-festival, on en a fait 5 suivants qui ont très très bien marché. À chaque fois, on avait en gros 5000 personnes. Et après, on a été amené à changer de mode de vie pour faire en sorte que le travail qu'on avait fait pendant 20 ans de recherche puisse être ouvert à la multitude. Et comment? À travers quoi? Voilà. À un moment donné, je décide de démissionner de l'Éducation nationale et on n'avait plus de ressources financières. Mais on venait de réaliser l'éco-festival. Et il se trouve que beaucoup de gens se sentaient frustrés de n'être pas venus pour des tas de raisons. Et on a eu une avalanche de personnes qui sont venues chez nous. Les gens venaient dans notre salon, là.
Et on s'est rendu compte qu'on avait allumé une mèche et que ça marchait super bien. Et à partir de là, on a construit une salle pour recevoir les gens. Et depuis 20 ans, ça ne désemplit pas. Je dirais que c'est encore multiplié par 4 ou 5 par rapport à il y a 20 ans. C'est-à-dire que tous les 15 jours, on a beaucoup de gens qui viennent chez nous. Et donc, on s'est dit, puisque j'ai démissionné de l'éducation nationale, on va essayer de gagner un petit peu d'argent avec ça. Donc, on a fait des visites. Et les visites de 4 heures se sont avérées insuffisantes par rapport à la demande des gens. Donc, on a fait des journées complètes. Et puis après, on a fait des séminaires. Et ensuite, j'ai écrit un livre qui a été vendu à 20 000 exemplaires. Et donc, ça a été une ressource financière. On a pu continuer à vivre toujours avec pas trop d'argent, mais suffisamment. Et donc, on a donc créé notre métier. Et donc, depuis 20 ans, on continue à faire ça. Voilà. Et pour revenir sur la maison, on a parlé là de l'énergie, de la consommation énergétique et de la production. Il y a d'autres points importants, c'est l'eau et se nourrir. Aujourd'hui, comment fonctionne votre maison sur ces 2 points cruciaux pour vivre? Alors, l'eau est un problème majeur. Il y a 20 ans ou 30 ans, on parlait que l'eau était un problème majeur, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que l'eau est polluée. Donc, on avait un puits et on pompait l'eau par une pompe électrique qui était évidemment alimentée par l'énergie solaire et éolienne. Et un jour, sur notre propriété, je regarde un tracteur qui arrive et puis il déplie 20 mètres pour asperger de poison la terre. Sa terre. Ils ne s'en rendaient pas compte. Et les agriculteurs de cette époque-là ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Et donc, cette pollution, ces produits chimiques, descendaient dans la nappe phréatique et mon puits était alimenté par cette nappe phréatique. Donc, j'ai vite compris que l'eau, on pourrait en avoir autant qu'on voulait, mais par contre, pour l'eau sanitaire, pour l'eau bonne à boire, c'était foutu. Et pour nous, il était hors de question d'acheter des bouteilles en plastique pour avoir de l'eau pas forcément aussi bonne qu'on le dit. Et toujours la même chose, au moment où on se pose la question, ça fait la 3e fois que je le dis dans l'interview, à chaque fois qu'on s'est posé une question, on a eu la réponse. Ceci est d'une importance capitale. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on a créé une autre réalité à partir des questions qu'on se posait, à condition d'être sincère par rapport à soi-même. Donc on rencontre la personne qui actuellement habite en Belgique, qui a aujourd'hui 80 ans, qui était spécialiste au niveau européen, la personne la plus compétente à mon avis, au niveau de la gestion de l'eau. Et donc cette personne, qui s'appelle Joseph Orzag, a mis au point un système de valorisation de l'eau de pluie. Donc on a été dans ce sens où on avait les éléments pour pouvoir potabiliser l'eau de pluie. Donc l'eau tombe sur les toits de la maison, elle est stockée dans une citerne et sans trop entrer dans les détails, on boit de l'eau extrêmement bonne à boire. Et maintenant pour manger? Voilà. Alors, pour manger, on n'aura jamais fini de travailler sur la question, parce que si on est totalement autonome en eau, en électricité, en épuration, on ne sera jamais totalement autonome en nourriture. Mais on avance d'année en année sur le problème de nourriture. Alors, c'est un peu comme l'électricité. Qu'est-ce que je consomme en électricité et qu'est-ce que je consomme en nourriture? Là, c'est un gros problème. Parce que quand on commence à savoir ce qui est bon pour l'homme au niveau de la nourriture, on ouvre un champ d'études
qui est très important, c'est celui de la santé. Donc, est-ce qu'en mangeant comme monsieur tout le monde, je pourrais tendre vers l'autonomie? Il y a peu de chance. Si je prends des ananas d'Afrique, des bananes d'Afrique, de la viande d'Amérique du Sud, etc., j'ai aucune possibilité d'être autonome. Bon, maintenant, après on se pose la question, mais au fait, la viande, est-ce que c'est indispensable? Alors, vous me voyez devant la caméra, je mange une fois par mois par accident de la viande. Je suis donc globalement végétarien, mais je suis très ouvert, hein, et je mange très peu de viande et je suis dans une super santé vu mon âge. Donc que les choses soient claires. On n'a pas besoin de manger de viande. Et si on en mange, c'est par plaisir, mais pas du tout par un apport absolument nécessaire de calories ou de vitamine B ou qu'on connaît, voilà. Donc, on a changé notre manière de manger parce que si vous mangez de la viande, si vous mangez du bœuf ou du porc, vous n'allez pas élever votre porc parce qu'il vous faudra une surface de terre 10 fois plus grande que si vous êtes végétarien. Donc, je dirais que la tendance de l'autonomie, c'est sur moins de terre et moins de travail, pouvoir assurer sa nourriture. Encore une fois, la nourriture étant l'élément principal de la santé, ce qui est complètement oublié par le pouvoir médical. Quand les médecins terminent leurs études, combien d'heures ont-ils consacré à la nourriture, alors que le serment d'Hippocrate, c'est que ta nourriture soit ton médicament. Donc, vous voyez qu'en même temps qu'il y a un problème d'autonomie, il y a aussi un travail sur la santé, qui est une chose absolument majeure. Donc nous, la preuve est faite, nos 4 enfants sont en excellente santé, nous on est en excellente santé, donc il n'y a pas besoin de faire de preuve, nous on en est la preuve. Alors, on a appris à travailler sur le potager, on a entre-temps ouvert un magasin bio, un des premiers magasins bio en France. Donc il est évident qu'à cette époque, on était pris pour des zozos, des rigolos, etc. Aujourd'hui, qui ne va pas acheter un peu, moyennement beaucoup de la bio? C'est toujours ça qui est intéressant. C'est que l'évolution de la population est toujours en retard par rapport aux réalités et aux nécessités. Voilà, si on avait un peuple français conscient, il n'y aurait pas de problème écologique. On n'aurait pas fait d'erreur. C'est comme ça. Voilà. Et donc, on a fait un potager. On a très nettement progressé dans la quantité et la qualité. Et est arrivé, suite à 2 Australiens, enfin David Dolgrim et un autre, ils ont amené la permaculture en France. Et donc, depuis, on travaille à la fois en biologie, mais en permaculture. Et avec l'éco-hameau, on a un jardin mandala, qu'on appelle mandala parce que c'est une figure géométrique, où on cultive le plus possible pour être autonome, en permaculture et ensemble. Voilà. Et on mange à la fois suffisamment et surtout de la qualité et surtout très bon. Voilà. Aujourd'hui, le budget énergie, alimentaire et de l'eau représente combien chez vous et combien de temps ça a demandé justement de devenir autonome? Alors, pour répondre au budget, 0 francs, 0 centimes depuis 40 ans au niveau de l'eau et au niveau de l'épuration. Donc imaginez, faites le total des factures que je n'ai pas eues, ça représente un sacré budget. Depuis 23 ans, on est complètement autonome en électricité. Donc il y a eu un investissement de départ, mais qui depuis longtemps est amorti. La nourriture, c'est un peu, mais beaucoup moins que la moyenne des gens, parce qu'on va quand même à la COP Bio qu'on a créée, puisque j'étais 7 ans gérant bénévole de la COP, mais maintenant j'y suis plus, je suis passé à autre chose. Donc en tout, si ça représente 400 ou 500 euros, ouais, c'est un maximum. Par mois. Par mois.
On reçoit beaucoup de gens, disons c'est comme si on avait 4 enfants, parce qu'on reçoit énormément de gens. Voilà, on peut vivre de ça. Combien de temps a pris cette transition pour devenir autonome? Alors, cette transition, personnellement, elle a duré certainement plus longtemps que ceux qui souhaiteront devenir autonomes. Parce qu'on a essuyé les plâtres. Déjà, il y avait le facteur psychologique, mais rien n'était fait dans ce domaine-là. Donc, je dirais que ça nous a pris en gros 7-8 ans. Il nous a fallu une dizaine d'années aussi pour terminer de construire la maison pour 4 enfants. Donc quand on est un couple, c'est beaucoup moins. Et il a fallu qu'on invente en électricité par exemple, qu'on recherche à la fois les moyens de production, mais aussi le stockage, aussi la transformation d'un courant qui est continu en courant alternatif. Donc il a fallu que je me penche sur tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait s'installer autonome, on va sur Internet, et puis il y a pratiquement tout. On peut même acheter un kit autonome. Alors, la question, c'est que c'est beaucoup plus passionnant de chercher et de trouver, parce qu'on comprend au fond les choses, et qu'en plus on sait tout réparer, ce qui est très important pour l'autonomie. Alors que si vous prenez un kit, j'ai envie d'être autonome, c'est super, ça va vous coûter certainement beaucoup plus cher, donc l'amortissement sera plus long, et vous serez obligé d'aller chercher un spécialiste qui ne sera pas forcément, et je le dis, compétent pour résoudre tous les problèmes de ce kit que vous aurez acheté, éolienne, photopile, batterie, etc. Donc, c'est un investissement en temps et en réflexion, il faut bien comprendre ce qui se passe. Et en même temps, comprendre que si vous avez un chauffe-eau électrique, eh bien, vous allez manger pratiquement toute la production. Donc, il faut trouver une manière de chauffer l'eau autrement. Donc, un chauffe-eau solaire, j'ai inventé mon chauffe-eau solaire il y a 40 ans, qui marche toujours, et un chauffe-eau solaire qui chauffe l'eau à partir du soleil, 7 mois de l'année, vous diminuez énormément la consommation électrique. Et le reste du temps, c'est le chauffage au bois avec un bouilleur qui est autour du foyer et qui prend la chaleur du foyer pour l'emmener dans un ballon d'eau chaude. Donc c'est un exemple, hein. Mais il y a plein d'autres. Si vous chauffez au niveau électrique, si vous avez un four électrique, c'est pas la peine. Vous pourrez pas être autonome. Donc il y a des tas de choses à savoir, mais il y a des substituts. C'est-à-dire qu'on va remplacer l'énergie électrique par une énergie plus économique avec laquelle on peut être autonome. Voilà. Donc tout ça prend du temps. Maintenant, je pense qu'il y aurait moins de temps, mais je ne sais pas si c'est le temps qui est aussi important que ça. Il y a aussi la décision, je veux dire, de la famille. Si vous commencez à vouloir être autonome et que ça ne marche plus dans le ménage, que vos enfants n'aient pas compris votre démarche et que vous disent « Papa, je commence à en avoir ras-le-bol de ton autonomie », ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que là, il y a le facteur humain, que je dis souvent dans les vidéos, le PFH, hein, le facteur humain, c'est lui le pire. C'est pas le problème économique, c'est pas le problème technique, c'est souvent le problème humain qui fait foirer un projet comme le nôtre. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont autonomes. Il y en a, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Ça risque Et c'est important aussi que les projets autonomes soient conçus par les gens et non pas par une société, par une entreprise. Que les entreprises fassent des choses plus performantes, notamment dans le domaine de l'éolien, ce que je ne crois pas d'ailleurs parce que je vais y revenir. Je pense qu'il y a aussi le côté passionnant, qui n'est pas uniquement une consommation d'autonomie, mais fabriquer son autonomie, c'est beaucoup plus passionnant que d'acheter son autonomie. Et je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Alors, je reviens sur le domaine éolien. C'est là où, avec l'autonomie, il y a une autre société, une autre économie qui est en marche. Et je pense que l'exemple de l'éolienne est très éloquent.
et fait réfléchir les gens, c'est-à-dire que notre éolienne, elle est fabriquée ici. Donc c'est la deuxième éolienne. La première, elle a fait 20 ans, ce qui est déjà beaucoup pour un objet technique. Est-ce qu'une voiture dure 20 ans? Oui, la mienne a duré 20 ans, mais c'est très rare. Donc, au moment où l'ancienne éolienne était hors d'état de fonctionner, toujours la même chose, la Providence, je crois énormément à la Providence, eh bien, Olivier, qui est sur l'Éco-Hameau, avait organisé un stage d'éolienne Pigot, P-I-2-G-O-2-T. C'est une éolienne magnifique, d'une simplicité extraordinaire. L'éolienne elle-même coûte 750 €. Alors après, évidemment, il y a tout le reste, hein. C'est pas que 700. Mais l'éolienne, l'objet qui fournit l'énergie, c'est 750 € qui est fabriqué ici. Donc, on sait comment marche notre éolienne parce qu'on l'a fabriquée. Les éoliennes sont en bois. Vous commencez avec un madrier de Douglas, et puis vous commencez à faire des traits de scie, puis après avec un ciseau à bois, puis après avec une plane, et puis après vous terminez à la poncée, à l'émery, etc. La génératrice, on la fabrique nous-mêmes, avec du fil de cuivre. On fait des bobines qu'on met dans de la résine. Les bobines tournent devant des aimants, parce que le vent fait tourner l'ensemble, et ça donne de l'électricité. Donc, je veux dire que peut-être la nouvelle économie sera celle qui sera citoyenne, avec des choses simples, qui finalement sont plus délicates à inventer que ce qui existe dans l'industrie. Faire en sorte qu'un objet technique puisse être fabriqué par Monsieur Tout-le-Monde, c'est un tour de force, c'est du génie. Et je pense que merci à Monsieur Pigot, qui a mis en open source toutes ses connaissances, et il vend pour 15 ou 20 € un bouquin de 100 pages où vous pouvez, si vous êtes quand même un bon bricoleur, vous pouvez vous la fabriquer vous-même. Donc ça aussi, on participe à une nouvelle manière de concevoir le progrès technique. Pas uniquement acheter, mais le fabriquer, pour pas cher. Vous avez parlé d'un sujet tout à l'heure, mais on n'a pas creusé encore, c'est l'Éco-Hameau. À côté de votre maison autonome, vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet Éco-Hameau? Alors, l'Éco-Hameau, c'était quand même un souhait, puisque il y a 40 ans, avec Brigitte, on a bien compris qu'il fallait d'abord asseoir notre concept d'autonomie sur une famille. Vaut mieux, plutôt que d'embrasser large et se casser la gueule, il valait mieux faire une expérience restreinte, sur un lieu restreint, avec des personnes restreintes. Mais notre projet a toujours été de montrer que c'était possible à plus grande échelle. Et donc, à un moment donné, quand tout tournait bien, on s'est dit, ben voilà, nous, on aimerait bien aller plus loin et accueillir d'autres personnes pour bien montrer que l'autonomie peut faire société, au-delà d'une famille. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le facteur limitant, c'était le terrain. Par miracle, on a eu les terrains qui étaient totalement improbables à avoir pendant 20 ans. On a eu, encore une fois, je suis un peu redondant, mais c'est encore un hasard qui n'existe pas, puisqu'on l'a provoqué, j'en suis certain. Et donc, ayant ce terrain, eh bien, il fallait trouver des personnes. Donc, c'est sûr que c'est pas n'importe qui peut vivre ce qu'on vit. Et donc, par une suite une suite d'observations, de réflexions, etc., avec les personnes qui étaient là, on s'est rendu compte qu'il y en a pas mal qui n'étaient pas du tout aptes à vivre ici, et puis d'autres qui étaient capables de le vivre. Et donc, on est ici avec 5 personnes sur l'Éco-Hameau, et il n'y a pas 2 Éco-Hameaux qui se ressemblent. Le nôtre, c'est qu'on a préféré que les personnes qui arrivent achètent une partie du terrain. C'est-à-dire qu'on a acheté l'ensemble du terrain et on a revendu une partie du terrain pour qu'il soit chez eux. C'est important, c'est-à-dire que dans l'Éco-Hameau, on estime que la propriété privée est quelque chose de très important. Et qu'il y a une sphère collective qui est assez déterminée, si bien que quand on est fatigué de l'Éco-Hameau, ça peut arriver, on peut se retirer chez soi et être tranquille. Mais
on a un certain nombre de projets communs, comme le jardin mandala, comme l'entretien du terrain. Il y a un ruisseau qui passe, il y a des haies, il y a on a fait des plantations communes, ce qui est très, on a planté quand même plus de 300 arbres. Tout ça, ça se fait pas. Donc, ça se fait pas tout seul. On reçoit des woofers, Work Organic Farm, c'est-à-dire des jeunes souvent qui ont envie de venir. On leur donne le gîte et le couvert et ils nous aident à faire du travail. Donc, c'est une véritable entreprise, je veux dire, pour aggrader, le contraire de dégrader, c'est-à-dire pour valoriser le terrain. On a besoin d'être plusieurs et on a besoin aussi de pouvoir accueillir d'autres personnes qui demandent aussi du temps. Et ensuite, eh bien, on a tout le côté pédagogique avec les visites, les journées, les stages techniques et les stages et les séminaires d'été qui sont archi pleins d'ailleurs. Et donc, on fait ça tous ensemble. Donc, ça a un côté vraiment intéressant. C'est pas uniquement pour convenance personnelle qu'on est en éco-hameau, mais c'est qu'on a tous un projet de faire en sorte que notre mode de vie puisse être vu, ce que vous faites d'ailleurs, merci d'être là, et donner envie, enthousiasmer les gens à vivre autrement. On arrive dans la dernière partie. Ça va être des questions très courtes sur des choses qui vous inspirent. Aujourd'hui, quel livre ou ressources conseillerez-vous ? Alors, merci pour cette question, parce que je pense que la lecture est quelque chose d'important. Alors avant, c'était la lecture sur papier. Je pense que le livre perdurera toujours. Et donc, j'ai écrit 2 livres. Le premier livre que j'ai écrit, c'est De la maison autonome à l'économie solidaire. Donc, il s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires. Et puis là, j'ai écrit un deuxième. C'est carrément et tout simplement 20 ans d'autonomie. Et donc, ici, vous voyez l'éolienne Pigotte dont je parle. Voilà, ici. Et il est intéressant parce que il a été édité 20 ans après le premier. Donc, je fais part de toute notre expérience, de nos essais, de nos erreurs. Il est plus complet. Et j'essaye d'introduire l'autonomie comme une solution d'avenir pour l'humanité, mais une solution enthousiasmante. Et pour moi, je ne suis pas du tout catastrophique, je ne suis pas du tout catastrophiste, et je pense que si l'humanité prend conscience de ce qu'elle a à faire, on pourra faire face à tous les problèmes qui se passent aujourd'hui. Et si vous avez un autre livre qui vous a inspiré à vous ? Alors, des livres sur l'écologie, il y a une philosophie écologique, et je recommande quelqu'un qui n'est pas très connu, mais Bernard Charbonneau, qui a écrit Écologie et liberté. Et puis, mon ami Pierre Rabhi, puisque ça fait 35 ans que je le connais. Vous avez plusieurs livres, du Sahara aux Cévennes, ou Paroles de terre. Et puis tous ses écrits, il a écrit énormément de bouquins. Alors, il y a également notre cher ami Nicolas Hulot, qui a écrit un livre avec Vandana Shiva. Je trouve que c'est intéressant, parce que Vandana Shiva, c'est quelqu'un qui est en Inde, et qui est en train de faire une révolution agricole, en faisant en sorte que ce soit les paysans eux-mêmes qui conservent leurs graines par rapport à Monsanto, qui est en train d'envahir. Et c'est la prise en charge des paysans par eux-mêmes. Donc je trouve ça très intéressant. Après, vous avez un certain nombre de livres sur la société. Je recommande particulièrement Ivan Illich, qui reste, il est décédé il y a très peu de temps, qui reste la personne la plus compétente au niveau mondial, parce qu'il a parlé de tous les problèmes écologique, il a parlé des transports, il a parlé du chômage, il a parlé de la santé, il a parlé de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il a une vision globale de l'écologie. Et puis ensuite, il y a, je dois citer quand même Lanza del Vasto, Approche de la vie intérieure. Si vous voulez, tout ce qu'on a fait, c'est quand même parti d'une réflexion, qui suis-je ? J'allais dire dans quelle étagère, mais c'est vraiment cette question fondamentale de la raison de nos existences qui nous a poussés à vivre notre vie et pas celle qu'on nous a imposée.
Et dernière question, où c'est qu'on peut vous retrouver ? Alors, vous pouvez nous retrouver sur Internet. Il y a plein de vidéos, dont la vôtre, qui sera. Vous tapez La Maison Autonome, vous tapez mon nom, Patrick Baronnet, vous tapez écologie, habitat, santé, parce qu'on a sur tous les domaines, vous n'aurez pas de problème pour nous trouver. On a un site internet qui est assez complet, et donc c'est heol2.org, et on a un mail, c'est maison.autonome@orange.fr. Merci beaucoup. Et puis on a notre lieu qui accueille tout le monde. Merci beaucoup Patrick. Avec plaisir. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.